RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite, les titres. Plusieurs personnes grièvement blessées lors de l'explosion d'un engin explosif ce 12 octobre à la 17e rue dans la commune de Limete, dans l'enceinte de la société Fameco. Aucun bilan officiel n'a jusque-là été livré par les autorités. Mutombo Dikembe, star de la NBA, légende du basketball, a été inhumé ce 12 octobre à Atlanta, aux États-Unis. Cette icône du basketball a reçu les hommages dignes de son rang aux États-Unis, tout comme en République démocratique du Congo. La communauté kimbanguiste a célébré ce 12 octobre les 73 ans de la disparition physique et de la naissance de Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous démarrons à cette édition par cette nouvelle très triste. Plusieurs blessés graves, victimes d'une explosion d'un engin explosif à la société d'achat et transformation des métaux Fameco à la 17e rue Limete. Aucun bilan officiel n'a jusque-là été communiqué par les sources officielles, que ce soit du côté de la société que du côté des autorités urbaines. Dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, on voit les travailleurs qui, baignant dans le sang touché par cette explosion, étaient secourus par leurs collègues, criant au secours, ce qui relance la problématique des dispositifs de sécurité et des soins de secours en cas d'accident en milieu de travail. C'est donc une affaire à suivre. 9 prisonniers sans dossier ont été libérés dans la prison de Dilala, Kolwezi, par le ministre en charge de la justice, Constant Mutamba. Le patron de la justice congolaise a profité de son séjour au Lualaba pour prêcher les réformes judiciaires en consultant la population en prélude des états généraux de la justice, comme nous le confirme Jean-Sar Mikiata. Après son séjour dans la province du Haut-Katanga, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, a été reçu le vendredi 11 octobre en audience par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Objectif, se rendre compte des conditions carcérales et du travail des services pénitentiaires et judiciaires, la vulgarisation des réformes et l'implémentation de la bancarisation des frais de justice, ainsi que les consultations populaires dans le cadre des états généraux de la justice. Dans sa mission qui consiste à désengorger les maisons carcérales, le numéro 1 de la justice congolaise s'est rendu au centre pénitentiaire de Dilala. Constant Mutamba a visité les installations, dépôts, ce avant de procéder à la libération des 9 détenus. Une satisfaction pour les libérer. Ayant adopté un rythme de travail, le ministre de la Justice a été face à la population de Kolwezi où il les a consultés en prélude des états généraux de la justice. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a en outre demandé aux responsables des parquets civils et militaires d'effectuer régulièrement des visites dans les prisons afin d'assurer le suivi des dossiers des détenus. Le
Le parquet général près la Cour de cassation a lancé les recherches des évadés du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, prison centrale de Makala, après le regain du banditisme urbain signalé dans la capitale ces derniers temps, selon une circulaire signée par le procureur général Firmin Vondé Mambou. Plusieurs évadés sont impliqués dans des extorsions, vols qualifiés, tentatives de meurtre. Parmi les évadés figure Moïse Ifombo, alias Chilulu Kagame, condamné à mort en juillet 2024 pour association des malfaiteurs et à nouveau condamné le 10 octobre pour tentative de meurtre et évasion de détenus. Blaise Kabamba Manzanza, magistrat, est également recherché après avoir été condamné à 36 mois de prison pour torture corporelle. L'inspection générale de la police nationale congolaise, dotée des jeeps pour sa mobilité dans ses descentes sur le terrain, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, a insisté sur l'usage à bon escient de ces biens de l'État destinés à faciliter le déplacement des policiers dans leur travail au quotidien. Images et commentaires. L'inspection générale de la police nationale congolaise a reçu des jeeps pour faciliter la mobilité de ses équipes lors des descentes sur le terrain. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a remis les clés de ces engins roulants de marque Toyota à l'inspecteur général de la police, Patience Mouchidi-Yav. Ces engins font faciliter leur déplacement afin de travailler avec professionnalisme. Bien avant, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a salué la détermination et la volonté du patron de la sécurité de la territoriale de redynamiser ce service de sécurité et d'enquête pendant sa gestion. Patience Mouchidi-Yav a sollicité en outre l'accompagnement du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani dans la redynamisation de l'administration de l'inspection générale de la police. Le patron de la territoriale a pour sa part salué la matérialisation de ce projet qui est à sa première phase. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de le vœu, le souhait et l'ambition de voir notre police mieux équipée. Nous avons un échantillon avec nous, nous en aurons encore plus demain, mais ces équipements doivent être utilisés à bon escient. Ils doivent être entretenus, ils ne doivent pas faire l'objet de négligence. Et tout cela se fait à travers non seulement d'abord la responsabilité, après le contrôle, et lorsqu'il y a des bavures, la sanction. Maître Jacquemain Chabani Louko a par cette même occasion martelé sur l'importance de la mission de l'inspection générale qui n'est pas très visible dans l'exercice du travail. Une dotation qui intervient 12 ans après et qui traduit la détermination du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur d'équiper la police pour un travail de terrain avec des résultats escomptés. Les opérations conjointes menées par l'armée congolaise et ougandaise contre les djihadistes du groupe Force démocratique alliés ADF au Nord Kivu et en Ituri à l'est de la République démocratique du Congo doivent se poursuivre jusqu'à l'éradication totale de cette menace terroriste. Telle est la conclusion des 2 jours d'évaluation des opérations du 11 octobre 2024 à Kinshasa. Suivez ce reportage. Le forces armées de la République démocratique du Congo et le forces de défense du peuple ougandais ont évalué du jeudi 10 au vendredi 11 octobre 2024 les opérations conjointes Chouja contre les terroristes ADF à Kinshasa. Plusieurs réalisations ont été enregistrées depuis le début de ces opérations conjointes, a indiqué le lieutenant-général Kayanja Mouanga. Après l'évaluation de Kinshasa, les conclusions des travaux ont été présentées le même vendredi au général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des FARDC en présence de l'ambassadeur ougandais en RDC. Il ressort de ces conclusions la nécessité de poursuivre la traque des terroristes ADF, MTM, ISCAP, conformément à la volonté des chefs d'État des 2 pays de ramener la paix aux populations de la région, a indiqué le lieutenant-général Ichali Gonzandou Jacques, chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et des renseignements. Signalons que cette rencontre évaluative fait suite à celle du 30 septembre au 2 octobre 2024 à Fort Portal en Ouganda. Monsieur le chef d'état-major de la force terrestre,
représentant personnel du chef d'état-major général de l'armée ougandaise, mon général, ainsi transmet la séance de travail en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a rassuré la Commission électorale nationale indépendante de la sécurisation des élections qui auront lieu dans les provinces où elles étaient annulées pour des raisons de vol. Une certitude qui permet à la centrale électorale de mieux organiser ce processus qui est prévu pour le 15 décembre 2024 dans les provinces du Kwilu et Massi-Manimba. Suivez. Vers un dernier virage pour la poursuite des élections dans les provinces du Kwilu et Nord-Ubangi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé cette rencontre où il a été question de l'évaluation de la situation sécuritaire dans ces provinces pour la tenue des élections législatives annulées à cause de la fraude électorale. Nous avions voulu évaluer la situation sécuritaire dans 2 provinces qui sont concernés par la reprise des élections. Et il s'agit de la province du Kwilu et de la province de Nord-Ubangi. Et tous les services concernés, nous nous sommes réunis pour voir si la situation actuelle permet réellement que les élections aient lieu à ces dates conformément à notre calendrier. Les élections auront lieu le 15 décembre. Et la réunion a permis que nous soyons rassurés, nous CENI, que la situation sécuritaire dans les 2 territoires concernés, les territoires de Massi-Manimba ainsi que les territoires de Yakoma, la situation sécuritaire est calme et que nous pouvons tenir les élections au 15 décembre. À l'issue de cette rencontre d'évaluation, Maître Jacquemain Chabani a eu des assurances sur le bon déroulement de ces scrutins par les parties prenantes à ce processus et rassure par ailleurs la sécurisation de ces élections dans un climat apaisé. Toto Mabikou, secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, a confirmé la tenue de ces scrutins au niveau des législatives nationales et provinciales le 15 décembre prochain, selon le calendrier électoral. Signalons que toujours dans ces provinces, les élections du second degré seront organisées très prochainement pour élire les sénateurs et les gouverneurs de ces provinces. Le dernier naufrage survenu sur le lac Kivu le 3 octobre dernier a causé la mort des Congolais et qui a été déploré par le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de la 16e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi. Le chef de l'État a invité le gouvernement à prendre des mesures pour lutter contre ce genre de dégâts. Dans sa communication, le premier citoyen congolais a instruit le gouvernement à accompagner les familles des victimes qui traverse un moment de douleur. Suivez un extrait du compte-rendu de ce Conseil de ministres choisi pour vous par Jean-Sar Mikad. Le président de la République est préoccupé par des cas de naufrage qui sont couramment enregistrés dans les 3 dernières années sur le fleuve Congo et ses affluents, voire sur certains lacs du pays. Le dernier cas est celui du chavirement, le jeudi 3 octobre 2024, d'une embarcation qui a causé la mort et la disparition de nos compatriotes dans le lac Kivu. À ce sujet, il a tenu à réitérer toute sa compassion aux familles éprouvées et à prêter son oreille attentive à cette douleur qu'elle ressente. Le gouvernement a été invité, sous le leadership de la Première ministre, à ne ménager aucun effort et surtout à accompagner les familles qui traversent ces terribles drames. Subsidiairement à ces instructions données à la suite de ce drame, répercutées par la Première ministre lors de la précédente réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, a été chargé à prendre des initiatives en vue de renforcer les capacités de tous les services étatiques, notamment le commissariat fluvial, ainsi que les services en charge des patrouilles fluviales qui interviennent dans la sécurité des navigations fluviales et lacustres. Outre l'initiative déjà prise par le gouvernement pour la prise en charge des rescapés du naufrage pré-rappelé, la ministre des Affaires sociales
Action humanitaire et solidarité a été chargé d'encadrer toutes les interventions humanitaires faites en faveur des victimes et ce, en sauvegardant leur dignité. C'est justement dans ce cadre que Aziza Mounana, ministre aux Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a reçu l'appui de la République algérienne au bénéfice des déplacés de guerre et de ce naufrage. L'ambassadeur d'Alger en RDC qui a fait parvenir cette contribution à don de son président a inscrit ce geste dans le cadre des relations fraternelles entre les deux pays. Images et commentaires. Les entretiens entre l'ambassadeur algérien en RDC, Mohamed Yazid Bouzing, et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, ont tourné autour de l'aide humanitaire envoyée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une réponse aux cris de détresse de la population de la partie est du Congo démocratique par l'Algérie, qui est devenue la première nation africaine à offrir son aide. Et c'est une aide qui va renforcer le rapprochement entre les deux peuples. J'ai eu l'opportunité donc de rappeler la position officielle de mon pays par rapport à la crise sévissant dans cette région et qui perdure depuis de longues années, en accent sur la nécessité de la cessation immédiate et définitive des hostilités, la relance des tractations politiques entre toutes les parties impliquées dans le conflit pour parvenir à un accord de paix définitif et durable. Un geste justifié par les bonnes relations entre Alger et Kinshasa, accueilli chaleureusement par la ministre qui a exprimé sa gratitude au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, et du gouvernement souminois. Nathalie Aziza Mounana a souligné les qualités humanitaires et compatissantes du chef de l'État congolais, reflétées dans ses différentes initiatives à la rescousse des sinistrés. À lutte contre les violences basées sur le genre, le programme des Nations Unies pour le développement a reçu 2,5 millions de dollars de la Corée du Sud, une contribution dans la mise en œuvre du projet d'assistance humanitaire pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Suivez. Le programme des Nations Unies pour le développement a réceptionné 2,5 millions de dollars américains de la République du Corée du Sud afin d'accompagner le gouvernement congolais dans la lutte contre les violences basées sur le genre et promouvoir les solutions durables pour les déplacés internes. Une assistance qui s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance humanitaire pour la lutte contre les violences basées sur le genre en RDC qui va s'étaler pendant une année et exécuté dans 3 provinces du Congo démocratique, à savoir Nord Kivu, Ituri et Sud Kivu, marqués par des crises humanitaires dues aux conflits armés ainsi qu'aux catastrophes naturelles. Ces derniers sont à la base des déplacements massifs, laissant des millions de personnes dans un besoin urgent d'assistance humanitaire. Parmi les populations les plus gravement touchées figurent les femmes et les filles victimes des violences basées sur le genre, qui manquent souvent d'accès aux services vitaux tels que les soins de santé, le soutien psychosocial et la prise en charge juridique et aux moyens de substance. Le fonds qui a été alloué a pour objectif de réduire les cas des violences basées sur le genre et la vulnérabilité des personnes contraintes au déplacement forcé et renforcer considérablement les efforts pour protéger et autonomiser les survivants des VBG dans le contexte des conflits. Ce financement s'aligne sur le plan réponse humanitaire 2024 pour la RDC qui appelle à mobiliser 2,6 milliards de dollars en vue d'aider 8,7 millions de personnes, dont 524 000 réfugiés, 3,4 millions de déplacés internes et des millions de rapatriés. Une collaboration entre la République de Corée et le Programme des Nations Unies pour le développement crucial pour répondre aux besoins immédiats et à long terme de ces communautés vulnérables. Au terme de ce projet, il est attendu d'une part que les personnes déplacées internes, les réfugiés, les demandeurs d'asile, y compris les personnes déplacées de force, aient l'accès volontaire à des solutions durables.
Dans le couloir de l'éducation, les lauréats aux examens d'État candidats à la bourse Excellencia ont passé leur test pour réussir à décrocher une place. La première dame de la RDC qui a expliqué les avantages de cette bourse espère retrouver les candidats après ce test pour bénéficier de l'accompagnement de sa fondation à Denise Nyakiro Tshisekedi dans leur cursus universitaire, comme nous le confirment Clarisse et Coco Kapalay. C'est un dernier virage pour ces candidats à la bourse Excellencia. Ces lauréats, ayant obtenu 85% à l'examen d'État édition 2023-2024, ont été encouragés par la présidente de la fondation DNT qui s'est déplacée pour s'imprégner du déroulement de ces tests pour l'obtention de la bourse Excellencia. La First Lady de la RDC les a démontré l'importance de cette bourse. Je sais que vous allez y arriver. Moi, je vous donne rendez-vous seulement à la fondation. D'accord? J'espère que je vais avoir tout le monde comme ça. Hein? Vous êtes sûr? Le programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi octroie des bourses d'études universitaires de 5 ans au pays comme à l'étranger. Tous ces jeunes ici qui sont là, qui ont pu atteindre ces minimums, ils étaient au total 336 sur tout l'étendue du territoire et 315 ont été disponibles, sont présentés vers nous et ce sont eux qui aujourd'hui sont en train de passer le test dont le but pour eux est de nous prouver d'atteindre un seuil d'excellence qui est à 70% aux tests qui sont en train de passer en ce jour. Sur les 315 candidats qui ont passé ces concours, plusieurs sont venus de l'intérieur du pays. Ils se sont battus corps et âme pour être sur la prochaine liste des boursiers Excellencia. Nous faisions la course à cette bourse, 334 candidats et j'espère bien avoir réussi à ces tests et j'espère retrouver mon nom sur la liste, en plus dans les premiers noms. Je pense qu'il y a des occasions dans la vie qui ne se ratent pas, qui ne se manquent pas et faire partie de ce programme est une grande opportunité de pouvoir faire de grandes choses encore plus tard et voilà pourquoi mon père s'est dit que ce voyage en valait la peine. La fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, à travers son programme Excellencia, s'engage à promouvoir l'éducation et l'excellence en soutenant le jeune Congolais à fort potentiel. Le mouvement citoyen éclairé a organisé ce samedi 12 octobre 2024 une marche d'assainissement à Kinshasa, une occasion pour Hugues Bolé Ndombo, présidente de ce mouvement, de mobiliser les jeunes Kinois à la conquête de la mentalité à travers la culture de l'assainissement. Dans cette marche, les jeunes mobilisés par le mouvement citoyen éclairé ont procédé au ramassage des déchets le long des artères parcourues, témoin de l'événement. Dieu merci, Diaka. La conquête de la mentalité, c'est aussi assainir l'environnement. C'est sous ce thème que le mouvement citoyen éclairé a mobilisé les jeunes de la capitale Kinshasa dans une marche de sensibilisation sur l'assainissement. Avec un seul slogan, rendons notre ville propre, veillons à ce que notre environnement soit assaini. Les jeunes réunis au sein du mouvement citoyen éclairé ont débuté cette caravane de sensibilisation sur l'assainissement au boulevard Triomphal devant les palais du peuple en passant par l'avenue de l'enseignement Kassavubu-Oshwe, boulevard Sendwe jusqu'à la 7e rue Limité, le point des chutes. Sur place, le président fondateur de ce mouvement, Hugues Bolé Ndombo, a lancé un message à la population quinoise de s'impliquer pour redorer l'image de la capitale Kinshasa sur le plan de la salubrité. Il était question pour nous aujourd'hui de faire une marche de sensibilisation de manière symbolique pour qu'on puisse, chacun d'entre nous qui est venu ici, montrer sa responsabilité individuelle dans ce qu'on fait. Otosali, c'est une marche d'assainissement, c'est une marche de sensibilisation parce que l'éveil de la mentalité, au changement de mentalité, et bandarapena, et si ka oyo vandi, il faut à la propre. Ceux qui ont nettoyé les bossons et que voisins pas nettoyer les bossons et que les voisins sont sali boyé, au moins ils venu à propre. Ah, vous avez des déchets qui sont ramassés. Ceux qui ont tenu sur les bossons, on a ramasser des déchets. Et que le pouvoir public, parce que les déchets, on va voir quand on a un endroit approprié. Pour le moment, on a une culture, il y a propreté à la ville, et beaucoup de tenu. Il y a la propreté ou la propreté de notre ville. Et ça, il y a les Congolais. Et tel gouverneur,
bango basa na part na bango ya responsabilité. Biso peut ça la part na biso ya responsabilité. Dans cette marche d'assainissement, ces jeunes ont procédé au ramassage des déchets le long des artères où ils sont passés, une façon de démontrer que l'assainissement est une affaire de tous et non seulement des autorités. L'église kimbanguiste commémore ce 12 octobre un double événement d'une haute portée spirituelle. Il s'agit du 73e anniversaire de la disparition physique de Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme et de la naissance de l'actuel chef spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani en 1951. Une transfiguration célébrée à travers le monde entier à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, en particulier siège du kimbanguisme, comme nous le dit André Ikoma. Après son arrestation le 12 septembre et sa condamnation à mort injuste par le conseil de guerre à Tisville, actuel Bazangungu, le 3 octobre 1921, Simon Kimbangu était acheminé à la prison centrale de Kasombo à Elisabethville, actuel Lubumbashi, par voie ferrée pour son incarcération cruelle. Le 4 octobre 1951, Fumu Kimbangu décide de quitter sa cellule de prison seul 30 années après. C'est alors que Kimbangu sera conduit à l'hôpital général de référence Johnson Sendui, dans la salle 7 pour un malaise qui a conduit à sa disparition physique le 12 octobre 1951. Le même jour, la même heure, Naki Ankamba, Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, ce conformément à la prophétie de Simon Kimbangu. Un jour après son décès, soit samedi 13 octobre 1951, Papa Simon Kimbangu était inhumé au cimetière Sapin 2 à Lubumbashi avant son exhumation pour Nkamba au Congo central le 25 mars 1960, soit 9 ans après son enterrement par son fils cadet et premier chef spirituel Diangenda Kuntima Joseph. Depuis lors, le 12 octobre de chaque année reste mémorial pour l'église kimbanguiste. Ainsi, Nkamba, village natal de Simon Kimbangu, devient une cité attractive du monde. Bonne fête aux kimbanguistes. Décédé le 30 septembre dernier, l'ancien basketteur congolais Mutombo Dikembe a été inhumé ce samedi 12 octobre à Atlanta aux États-Unis. À Kinshasa, ses obsèques ont été retransmises en direct au gymnase du basketball au stade de Martyrs. Question de rendre hommage à cette icône de la NBA et à noter que Mutombo Dikembe est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Un livre des condoléances a été également ouvert à l'hôpital Marie Mutombo. Son ancienne équipe Onatra a installé un écran géant au cercle de Kaouka pour suivre les adieux en mémoire de leur ancien coéquipier. Les Congolais partout où ils se trouvent se joignent à sa famille biologique pour reconnaître les mérites de ces géants congolais dont le renom a dépassé les frontières. 12 octobre 1989, 12 octobre 2024, à 35 ans déjà depuis la disparition de l'artiste musicien François Luambo Luadjo Makiadi, auteur, compositeur, chanteur et guitariste congolais. Bien que mort, cette star de la musique congolaise, appelée affectueusement Grand Maître Franco de Miamor, demeure une source d'inspiration pour plusieurs talents. À ses fils, petits-fils gardent comme souvenir à son amour pour eux et pour son art qui restera gravé dans leur cœur. Sephora Kapinga et fils Nduka nous en parlent. Né le 6 juillet 1938 à Sonabata dans l'actuelle province du Congo central, Franco Luambo Makiadi est né de Joseph Emongo d'origine Tetela et de Hélène Mbonga Makiese du Congo central. C'est à l'âge de 15 ans qu'il démarre sa carrière musicale dans la parcelle familiale située dans la commune de Ngiringiri. De son vrai nom, François Luambo Luadjo Makiadi est l'un des artistes qui ont fait la promotion de la rumba congolaise. 35 ans après, sa famille biologique continue à pérenniser ses œuvres qui marquent le cœur de milliers de peuples à travers le monde. Son fils Emongo Luambo déroule l'agenda des activités en mémoire de cette icône de la rumba congolaise. Donc on a commencé depuis ce matin sur toutes les radios
on fait passer une chanson de Jusque Kiambukuta, mais qui honore Franco. Le TPO Kedias honore Franco à travers une chanson de Jusque Kiambukuta. Franco était le président de Vita de 69 à 74 et il leur a donné le titre de champion d'Afrique des clubs. C'est pour ça que Vita accepte de venir l'honorer pour les 35 ans après sa disparition. La troisième étape sera un festival Lwambo Makadi qui aura lieu normalement du 20 décembre au 5 janvier, où on fera passer tous les orchestres de la capitale pour honorer Franco. Un autre proche de l'artiste rappelle les circonstances de sa mort. Le dernier jour, j'étais avec lui. Le dernier jour, il nous a envoyé aller acheter l'hamburger pour lui, pour manger. On était avec Mongo, tous les enfants. Ils étaient petits, hein, trop petits. On était partis à la porte de Namur pour acheter l'hamburger de Lwambo. En rentrant à la maison, on a trouvé l'ambulance devant la maison. Lwambo Makadi Franco a une descendance qui a suivi ses traces. Likambo nini nzambe yosala biso mibali tosalelaka basi bango baliaka balataka biso mvula mobimba pantalon moko na nzoto oh mama. 35 ans déjà depuis la disparition de Franco Lwambo Makadi est mis à mort, mais ses œuvres comme Mario, Lili Madichéri Wanga font encore parler de lui. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Plusieurs personnes grièvement blessées lors de l'explosion d'un engin explosif à ce 12 octobre à la 17e rue dans la commune de Limété, dans l'enceinte de la société Famico. Aucun bilan officiel n'a jusque-là été livré par les autorités. Mutombo Dikembe, star de la NBA, légende du basketball, a été inhumé ce 12 octobre à Atlanta aux États-Unis. Cette icône du basketball a reçu les hommages dignes de son rang aux États-Unis, tout comme en RDC. La communauté kimbanguiste a célébré ce 12 octobre les 73 ans de la disparition physique et de la naissance de Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.